Merci de votre fidélité à l'émission du Peuple Studio 210. Le livre du dimanche aujourd'hui, c'est Histoire et grandeur des peuples bantous, les Batéké. Il est signé Anissé Bongo Ondiba, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes plutôt, on va dire, ingénieur informaticien, Oui. mais on regarde. Lorsque nous essayons de fouiller dans les archives de l'histoire, vous avez une abondante littérature autour de l'Afrique, des peuples d'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, et aussi, comme vous l'écrivez dans ce livre, publié en 2012, vous intéressez aussi au peuple bantou. Comment expliquer, on va dire, je n'ai pas envie de dire ce transfert, mais ce passage de l'informatique aux questions des peuples. Oh, je pourrais dire que ou à l'ethnologie, s'il faut dire ça comme ça. Si je peux répondre de façon plus simple, parce que ça m'a été inspiré, je dirais, par mon père. C'était une remarque, suite à une remarque qu'on me disait tu t'occupes tellement de choses occidentales alors que ta propre culture, tu ne la mets pas en valeur. Et je ne t'ai pas envoyé faire des études pour venir imiter le blanc ici. Donc il serait temps de mettre en valeur ce que tu connais de ta culture. Et c'est là que je commençais à réfléchir et je me suis dit pourquoi pas effectivement. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à écrire de façon autodidacte, tout simplement. Votre premier livre, on peut se rappeler le titre? Alors le premier livre, c'est Ubuntu existentiel. C'est la mise en valeur du concept Bantu qui est Ubuntu, qui veut dire que l'homme dans sa vie doit respecter le créateur, la nature et l'humanité. C'est le tout premier. Et de là, j'ai créé une démarche que j'ai appelée Ubuntu existentiel pour permettre aux jeunes de se réapproprier leur culture, leur tradition, leurs us, leurs coutumes. Parce que souvent, beaucoup de jeunes, notamment en Afrique, peut-être ailleurs aussi, se retrouvent acculturés, tout simplement par le fait du mimétisme, avoir tellement suivi ce qui se passe en Europe, vivre comme les Européens. Ils n'ont pas eu le temps d'être mis dans, je dirais, la bouilloire, dans la marmite africaine et permettre de s'approprier leur culture, tout simplement parce que les parents aussi étaient trop occupés à travailler, etc., etc. Et donc cette démarche permet à un jeune, de façon autodidacte, de se réapproprier sa culture. Cette démarche s'appelle Ubuntu existentiel, c'est le tout premier livre. D'accord. Vous parlez assez justement de révalorisation de la culture des peuples d'Afrique ou de la culture bantou. Est-ce qu'il y a une démarche derrière toute cette littérature, une démarche vers un objectif peut-être de contribution à la renaissance africaine? Alors effectivement, il y a toute une démarche qui est très longue, parce qu'au départ, c'est d'abord, il faut se réapproprier sa culture, mais après cela, il faut pouvoir l'appliquer. Il ne suffit pas de se la réapproprier. C'est la réapproprier, c'est l'appliquer. Pourquoi l'appliquer? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde, la seule guerre qui ira jusqu'à la fin de l'humanité, c'est la guerre des cultures. Et il faut savoir qu'entre cultures, il n'y a que échange. Aucune culture n'est au-dessus de l'autre. Donc il y a une lutte de prise de position. Donc après s'approprier sa culture, il va falloir se l'appliquer. Et la démarche que vous le disiez, Ubuntu existentiel, c'est une manière, de se l'approprier, mais surtout après de la mettre en valeur. La mettre en valeur, c'est quoi? C'est de la faire vivre, c'est de la faire progresser, et c'est de la faire rayonner. Et là, il y a toute une stratégie qu'il faut aussi adopter, parce que c'est le progrès technique et technologique n'est pas culturel, il est universel. Et aujourd'hui, si nous voyons dans nos contrées africaines ce manquement, c'est parce qu'il y a derrière une stratégie que j'ai nommée stratégie triple, mise par les Occidentaux, basée sur la télévision, la radio, l'Internet et la presse écrite, qui influencent énormément sur les jeunes. Aujourd'hui, avec la technologie d'Internet par Android, tout ce qui est portable, ça devient encore beaucoup plus pressant, beaucoup plus oppressant. Mais ce n'est pas forcément un obstacle, puisque du côté des Asiatiques, notamment les Chinois, ils ont donné du répondant à ça. C'est-à-dire que les Occidentaux, vous avez dit, s'appuient sur la télévision, la radio, on va dire peut-être aussi le cinéma, etc. Mais les Chinois ont su s'approprier les mêmes outils pour imposer ou valoriser leur culture. L'Afrique peut le faire aussi. Absolument.
Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, pour s'approprier un outil qui, je dis encore, qui est technologique et technique, il faut d'abord que tu maîtrises ta propre culture. Sinon, tu vas faire du mimétisme. Oui? Les Chinois ont réussi à le maîtriser parce qu'ils se sont d'abord appuyés sur leur culture avant d'utiliser la technologie ou la technique pour avancer. Ce que nous ne faisons pas. Nous prenons notre culture, on la met de côté et on mimétise tout ce qui nous vient de l'Occident. Et on copie par influence surtout de la télévision, de la radio, de la presse écrite, etc. Tout ce que nos enfants regardent. Parce que nous-mêmes, nous n'en avons pas. Pour combattre la télévision occidentale, il nous faudrait nos télévisions africaines. Elles sont où? Regardez aujourd'hui, toutes les télévisions africaines dépendent de qui? Du Canal+. Quand on monte en descente, ça dépend de ça. Même la diffusion nationale passe par une technologie étrangère dont on n'a pas le contrôle. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur le mot, c'est vrai. L'important pour nous, c'est ce livre. Absolument. Je rappelle le titre, Oui. Histoire et grandeur des peuples bantous, les Batéké. Mais j'aimerais quand même revenir sur le concept de culture. Oui. Vous parlez des cultures, de culture. L'Afrique a une culture ou l'Afrique a des cultures. C'est quoi la culture concrètement? Alors voilà, il ne faut pas qu'on se trompe. Beaucoup de gens confondent la culture et la tradition. Qu'est-ce que c'est que la culture? Okay? Il n'y a pas de culture, je dirais par exemple, de culture mochi ou de culture teke. Non, parce que la culture, elle vient de l'environnement. Okay? Et l'homme s'approprie la culture qui vient de l'environnement pour créer des traditions, des us et des coutumes. Donc la culture, elle est d'abord environnementale, c'est-à-dire qu'elle est basée sur le climat, la faune, la flore, l'environnement, le relief. Donc vous avez des cultures de forêt, des cultures de désert, des cultures de rizière, des cultures de savane. Vous voyez, les Téké, c'est des cultures de savane. Et derrière, on se crée des traditions. Et vous avez la tradition Téké, la tradition Mochi, la tradition Bamba. Vous voyez? Mais tout le monde aujourd'hui parle de culture Téké. C'est une hérésie, c'est une erreur. Vous voyez? Donc voilà la culture. Elle vient de l'environnement et elle s'impose à l'homme. Il y a des cultures. Voilà. Donc en Afrique, il y a plusieurs cultures. Est-ce que culture peut avoir pour synonyme, sinon pour signification, civilisation? Ah non, alors non. D'accord. La civilisation vient de la façon d'être, la façon de savoir-faire et savoir-être de l'être humain. Et la civilisation se rattache beaucoup à l'être humain. Et c'est ça. D'accord. Donc, lorsqu'on regarde le continent africain, c'est une diversité de cultures et de traditions, si on reste dans le contexte de vos propos. Mais l'Afrique aussi, lorsqu'on parle de ces cultures et traditions, mais on va aussi dans une dimension de peuple. Lorsqu'on parle de peuple africain, est-ce que l'expression est juste? Peuple africain au singulier ou peuple africain au pluriel? Alors quand on parle de peuple, c'est obligatoirement pluriel. Parce que l'Afrique est tellement diverse que les peuples, il y en a plusieurs. Chaque peuple est rattaché à son environnement de vie, pour ainsi dire, à sa culture. Donc il ne peut y avoir que de multiples peuples. Peuple africain, c'est obligatoirement pluriel. Il n'y a pas un seul peuple africain. Ouais. Alors, on peut avoir une idée des peuples qui existent en Afrique. Nous en avons des peuples. Ben, derrière une civilisation, déjà, il y a plusieurs peuples. Oui. Je disais, le peuple, c'est purement environnemental, c'est purement territorial. Comment on définit un peuple en Afrique? Les Occidentaux nous ont amené ce qu'on appelle des frontières, qui sont des frontières naturelles ou physiques. Mais chez les Africains, il n'y a pas de frontière physique. La frontière s'arrête là où on ne te comprend plus. C'est la langue qui définit ta frontière. Oui? Donc, si tu parles plusieurs langues et partout où tu trouves cette langue-là est comprise, tu es toujours chez toi. D'accord. Quand vous écrivez dans votre livre « Histoire et grandeur des peuples bantous », les Batéké, les peuples bantous, on les situe où au niveau de Mais dans la civilisation bantoue, c'est beaucoup plus l'Afrique centrale, tout autour de l'équateur, et ça redescend jusqu'à une partie jusqu'en Afrique du Sud, une partie de l'Afrique du Sud. Mais c'est surtout le côté de l'Afrique de l'Est. Quand on prend Tanzanie, Kenya, Mozambique, Burundi, Rwanda, tout ça sont des Bantous. RDC,
Congo, Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad. Vous me disiez aussi jusqu'en Afrique du Sud aussi? Tchad, oui, une partie de l'Afrique du Sud, notamment le peuple Sosa, où est issu Nelson Mandela. Tout ça sont des Bantous. Les Zoulous, tout ça c'est des Bantous. Alors, lorsque je regarde le sous-titre de votre livre, Histoire et grandeur des peuples bantous, le sous-titre en fait c'est les Batéké. Oui. Est-ce que les Bantous, c'est l'autre nom des Batéké? Alors non, les Bantous c'est la définition des peuples issus d'une civilisation. On appelle la civilisation Bantou, mais il y a plusieurs peuples et plusieurs regroupements de peuples. Les Batéké est un regroupement de peuples. Hein. Ce sont surtout les peuples qui vivent sur les plateaux Batéké, okay, qui couvrent à peu près 5 pays, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord. Voilà, c'est ceux-là. Alors, lorsqu'on parle des Téké ou des Batéké, s'il faut aller dans l'étymologie même du mot, on ne peut pas parler, donc nommer les Batéké sans faire allusion, sans citer un royaume qui existait, le royaume Téké. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, vous voyez encore une chose, il y a beaucoup d'interprétations qui viennent de l'Occident. On parle de roi. Le terme roi n'existe pas chez les Bantous. Quand on parle de Mokoko, okay, le Mokoko, c'est un guide spirituel. Et effectivement, il y a des royaumes aujourd'hui qu'on appelle le royaume, par exemple le royaume de Mbé, qui est le centre du royaume Téké, entre guillemets, dont est issu un Mokoko, un grand Mokoko. Okay. En fait, ce grand Mokoko, le Mokoko est en fait le guide spirituel d'un peuple, dont il y a un fétiche qui permet de moraliser les populations. De ce fétiche est parti 6 Mokoko, donc 6 autres chefs qui ont été disséminés pour pouvoir conquérir d'autres territoires. Et aujourd'hui, il y a plusieurs royaumes bantous, royaumes Téké plutôt, qui sont situés notamment ici au Congo, hein, notamment dans la capitale, Mbé. Mais il y en a plusieurs autres. Donc le royaume, par exemple, au Koyo, il y a un autre royaume. Ce royaume a réellement existé? Il existe, mais ce n'est pas la conception occidentale, encore une fois. D'accord. Un royaume chez les Bantous, c'est l'influence spirituelle d'un chef sur un certain nombre de populations. Et ce n'est pas, comme je vous dis encore, délimité par des frontières physiques. Oui. Là, c'est purement spirituel, ça devient, c'est par rapport à une croyance morale, surtout. C'est ça qui caractérise la grandeur du royaume. Le roi de Mbé, aujourd'hui, a de l'influence sur la plupart des peuples Téké qui sont même au Gabon, malgré le fait qu'ils ne soient pas administrés par lui. Oui. C'est purement spirituel et moral. Quand on parle du Congo, justement, on est dans ce concept de culture, de tradition. On nous parle des peuples Téké autour de l'Afrique centrale. Oui. On nous parle aussi des peuples Congo, toujours autour de l'Afrique centrale. On parle du royaume Téké, on parle du royaume Congo. Alors, mais il y a des gens qui nous disent que le royaume Congo a existé et le royaume Téké, en fait, n'était pas un royaume comme tel, mais c'était, on va dire, un État vassal ou quelque chose comme ça rattaché au royaume Congo. En fait, on s'embrouille un peu là-dedans. Effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous? Alors, c'est-à-dire que beaucoup de gens, quand on se limite uniquement à l'approche occidentale, okay, on se perd. Parce que l'approche occidentale est une interprétation de l'approche bantou réelle. Okay. Le royaume Congo a existé. Okay. Mais encore une fois, comme je vous dis, les royaumes chez les Bantous, c'est purement d'abord spirituel et moral. Le royaume Congo a été beaucoup plus grand que le royaume Téké actuellement. Okay. C'est purement spirituel. Et comme je vous disais encore, c'est toute la culture. Vous savez, le seul moyen de véhicule de la culture, c'est la langue. Quand on parle du royaume Congo, c'est tous les gens qui parlaient, qui arrivaient à communiquer entre eux dans une langue principale, qui tourne, encore une fois, autour de la racine qu'est le Swahili. C'est comme vous prenez l'Ingala ou bien le Munukutuba. Tout ça tourne autour d'une langue la plus connue. Hein. Alors, je parle de racine Swahili parce que c'est la plus connue aujourd'hui, c'est le Swahili,
qui est parlée par près de 400 millions de personnes. Est-ce qu'on peut dire que le Congo en tant que langue, ou le Kikongo en tant que langue, Oui. le Téké, pour ne pas dire le Kiteke en Oui. tant que langue, Oui. et les peuples, donc les Congos en tant que peuple et les Oui. Téké en tant que peuple, est-ce que ce n'est pas C'est la même bonnet chose. blanc, C'est blanc la même. bonnet? Exactement. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Comme je vous disais, dans la migration, quand un peuple, parce que le concept de migration, c'est quoi? La migration que les Bantous ont eue n'a pas été une migration de conquérants. C'est une migration de préservation d'identité, de solidarité et d'entraide. Vous voyez, nous n'avons pas de ville, nous n'avons que des villages. Ce n'est pas que nous ne connaissions pas ce que c'est qu'une ville. C'était fait exprès pour éviter de perdre la solidarité ou l'entraide qu'il y a dans un village. Donc il y avait trop de monde, eh bien, le village se divisait, devenait un deuxième village. Et à partir de là, il fallait se déplacer. Et pas se déplacer à quelques mètres, se déplacer à quelques kilomètres pour ne pas avoir que les gens reviennent dans ce même village-là. C'est comme ça que la migration s'est faite. Et en se déplaçant, on essaie un petit peu de changer de nom aussi, changer de façon d'être, changer de mots, sans changer les racines que nous avons. Que vous parlez Kikongo ou Swahili, c'est pratiquement la même langue. Il n'y a que des modifications dans la migration, dans les déplacements des peuples. Oui, c'est cela. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut, à vous entendre, mais je pose quand même la question, est-ce que le plus important, la plus grande arme pour l'Afrique, pour que l'Afrique se repositionne, c'est la langue? Alors, ce n'est pas la langue. D'accord. La langue, je vous ai dit, n'est que le véhicule de la culture. C'est la culture. Je vous ai dit que la seule lutte qui ira jusqu'à la fin de l'humanité, c'est la lutte des cultures. Si nous ne nous battons pas pour préserver notre culture, on va être avalé. On va être avalé. D'ailleurs, vous voyez bien que avec le mimétisme, nous avons toute cette influence de culture étrangère et notamment occidentale qui s'installe et fortement sur nos régions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture ne se transmet pas, elle ne s'apprend pas, elle se vit, mais elle ne se vit que dans son environnement. Donc, malgré que la culture occidentale vienne s'implanter ici, elle ne peut pas s'adapter parce que cet environnement-là, elle ne le connaît pas. Alors, dans la culture, dans ce qu'on peut nommer culture, justement, est-ce qu'on ne peut pas considérer la culture comme un package dans lequel il y a la langue? Je prends un exemple, vous êtes gabonais, vous vous retrouvez avec un Botswanais Oui. aux États-Unis ou en France par exemple, avec un Zambien, avec, je ne sais pas moi, un Angolais. Lorsque vous arrivez, vous ne pourrez pas parler Téké, l'autre là-bas ne pourra pas parler sa langue, et le référent pour vous, le commun pour vous, sera justement la langue française, si vous êtes, voilà, si vous êtes en France, ou l'anglais si vous êtes aux États-Unis. Donc vous serez forcé, Oui. vous, Africains, Oui. à parler un même langage, Oui. mais en utilisant la langue d'autrui. Dans ce contexte-là, est-ce que la langue n'est pas, comme je disais, une arme assez décisive? Elle peut, mais à quoi elle servirait si tu es aux États-Unis? C'est pas chez toi. La langue, effectivement, je vous dis, la langue est le seul véhicule de la culture. C'est par elle que la culture va s'exprimer. Okay? Mais aller la parler aux États-Unis, dans une conférence organisée aux États-Unis, à quoi ça sert? Oui. Par contre, que les Américains viennent ici, parler notre langue devant eux, et qu'eux, on leur traduit en France, en anglais, c'est ça la force. Pourtant, le contraire de ce qui se passe en Afrique, lorsque l'anglais, ou en fait l'américain, l'anglais, le français arrivent sur vos terres, ils s'expriment dans votre langue, même lorsqu'il y a la baragouine, vous applaudissez, vous trouvez que c'est magique, mais lorsque les Africains essaient de parler, par exemple, dans la langue d'autrui, de s'exprimer, les gens sont assez exigeants avec eux, ils doivent bien parler la langue et tout ça. En fait, il y a un petit paradoxe là-dedans. Bon, disons que quand c'est entre nous-mêmes, c'est normal, il faut être exigeant. Quand c'est un étranger, ben, on rigole parce qu'on sait très bien qu'il peut parler sans maîtriser la culture. Parce que la culture, il y a le cultuel. Et je vous dis, la culture, elle est en vous, personnellement. Même si vous ne parlez pas votre langue, elle est en vous. Et maintenant, quand
l'Américain vient et parle anglais ici, ce qui est dommage, c'est que nous lui répondons en anglais. Nous sommes dans le mimétisme, dans l'asservissement. Quand un Français vient ici, vous parlez français, c'est dommage qu'on lui réponde en Vous lui français. proposez des plats français, des plats américains, au lieu de C'est proposer dommage. des plats... Comme s'il ne connaissait pas ça là-bas. C'est ce que mon père me disait. Tu crois que tu peux battre le français dans sa langue parce que tu parles français? Il me disait que moi, en politique, quand il me parle français, j'arrête de penser français. Je traduis ce qu'il me dit en français en langue. Quand je mets ma réponse en langue et que je la lui bombarde en français, il est perdu. D'accord. Et là, c'est quoi? Ce qu'il faut analyser là, c'est que la conversion vers une autre langue est difficile parce qu'il y a des termes qu'on ne trouve pas. Donc, le sens est perdu. Donc, quand vous répondez, celui qui a posé la question ne comprend même pas la réponse. Qui est perdu là-dedans? Ce sera lui. Vous voyez? Et pour aller plus loin, quand les Français ou les Américains vont en Chine, ils se comportent en chinois, y compris les Africains. Justement. Pourquoi quand ils viennent en Afrique, ils ne se comportent pas en africain? Il y a un problème. Dans ce livre de 226 pages intitulé « Histoire et grandeur des peuples bantous, les Batéké », vous parlez justement des cultures et traditions de ces peuples Batéké ou peuples bantous. Et moi, je m'intéresse surtout à la troisième partie, industrie, art et culture. Nous sommes là à partir de la page 169. Qu'est-ce que l'industrie, les arts et la culture en Afrique? Je vais rester dans le contexte régional, donc de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut changer avec les nouveaux paradigmes que nous avons? Nous sommes dans aujourd'hui le monde de l'universel. L'industrie, la culture, comme je lis ici, et les arts ont toujours existé, mais qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut apporter au réveil, à la renaissance africaine? Alors, comme je vous disais encore tout à l'heure, la lutte qui ira le plus loin, c'est la lutte des cultures. Sur le plan culturel, ce qu'il faut retenir, je vais globaliser, c'est que la culture africaine est la culture la plus riche, la plus dense, la plus diversifiée, donc la plus forte. Si on considère que ce sont les armes pour demain, il faut mettre en valeur. Nous avons plus de densité sur le plan artistique, sur le plan culinaire, sur le plan même vestimentaire. Nous sommes plus riches que les autres, mais nous ne mettons pas ça en valeur. Vous voyez? Déjà sur le plan visuel, nous avons plus que les autres. Ce qui est une preuve que nous-mêmes, nous avons déjà une très forte créativité, une très forte connaissance de cela. Et quand vous prenez en matière d'industrie, qu'on le veuille ou pas, tout part de l'Afrique centrale, du bassin de l'Afrique centrale, notamment la région des lacs, des grands lacs. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez, je vous donne un exemple, d'abord, je vous disais, tout ce qui est technique et technologique est universel. Ça n'appartient à aucune culture. Quand, par exemple, vous avez la houe qu'on avait, nous sommes les premiers à faire une houe. Aujourd'hui, elle existe d'une autre manière, plus technologique. Machette, tous ces produits, tout ce qui est mécanique. Okay? Une voiture, c'est quoi? C'est peut-être des roues, la roue, mettre des choses, et après, la technologie se développe plus. Donc, sur le plan de l'art, notre art est beaucoup plus riche. La preuve, toutes nos statuettes qui aujourd'hui sont vendues à des millions d'euros, exposées dans les musées, okay, sont très recherchées. Ça rejoint la pensée d'un homme d'État français qui disait « l'Afrique n'a de meilleur que la glorification de son passé. On est là seulement à se glorifier sur notre passé. » Absolument. Qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? On a la richesse, on a tout ce qu'on peut dire, mais nous restons dans un état dit de sous-développement. Lorsque je regarde ici, justement dans cette troisième partie, vous parlez des systèmes de production, vous expliquez un peu comment les peuples Téké ou les Batéké vivaient. Et donc, les systèmes de production dans ce sens-là, lorsqu'on va dans le domaine de l'agriculture, par exemple, je vois ici la cueillette, vous parlez de la cueillette, la chasse, la pêche. Si ces systèmes de production ont aidé hier, peut-être à rendre ces royaumes-là, ou ces États-là, florissants, aujourd'hui, on a l'impression que ces systèmes de production
sont dépassés et que les systèmes de production des autres peuples ou de ceux qui nous ont colonisés restent les meilleurs. Parce que dès lors qu'on fait un retour aux sources, rien ne marche. Mais lorsqu'on est dans ce qu'on nous a apporté, ben, tout semble aller. Alors attention, il ne faut pas confondre. D'abord, c'est une question de prise de conscience. Okay? Quand on parle par exemple de la cueillette ou l'agriculture ancestrale que nous avions, la différence c'est quoi? C'est uniquement la technologie et la technique. Okay? Rien ne nous a été, tout ce qui nous a été importé, c'est leur façon, leur technique, leur technologie, la façon de faire, de cultiver. Et nous avons négligé la nôtre, volontairement. Parce qu'aujourd'hui, si on prenait par exemple les feuilles de manioc, sur les plateaux, dans le livre j'explique, c'est marqué, il y a la technique qu'on appelle Ekala. C'est pratiqué aujourd'hui par toujours les Tékés, les peuples Tékés sur les plateaux. Qui aujourd'hui, par exemple, le manioc, c'est le mets le plus consommé au Gabon. Pourtant, il n'est pas industrialisé, ce n'est pas automatisé. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous, pour utiliser ces technologies ou ces techniques venues de l'Occident, notamment en essayant de fabriquer des tracteurs adaptés à la culture du manioc pour nous, pour pouvoir vulgariser cela. Je pense que nous avons des jeunes assez formés, des ingénieurs qui ont été formés, qui peuvent faire cela. Sauf que nous avons souvent des dirigeants qui ne sont pas conscients de la lutte, par exemple, sur l'autosuffisance alimentaire, qui n'est pas un mimétisme. Elle existe depuis longtemps. Comment on vivait avant? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne pauvre sur le plan alimentaire? L'erreur, ou peut-être l'omission de ces dirigeants-là, c'est d'avoir des projets, des idées, mais en fait exécutés sur le modèle occidental. Alors attention, il ne faut pas qu'on confonde encore des choses. Les projets, les idées ne viennent pas des dirigeants. Ça vient du peuple. Les dirigeants doivent mettre en place les moyens pour que ces jeunes créateurs puissent réellement faire progresser leur idée. C'est l'encadrement, c'est ce qu'on appelle l'État. Et l'État existait dans nos traditions. Le rôle de l'État, c'est d'aider le peuple à s'émanciper. Peut-être que le problème, justement, c'est si les idées sont là, si les projets sont là, qu'ils émanent du peuple ou des dirigeants, le problème, c'est le mode d'exécution. Est-ce qu'il faut peut-être changer les modèles? Alors, les modèles, partir vers les modèles africains? Absolument. Ancestraux, voilà. Vous ne pouvez pas évoluer dans un environnement qui s'impose à vous. La culture s'impose à vous. Ce n'est pas nous qui inventons la culture. Elle s'impose à nous. Pourquoi est-ce qu'on a inventé la fourchette, vous pensez? C'est parce que ce qu'on mange ici est sale? La fourchette a été inventée en Europe parce que quand il y a l'hiver, ils ne peuvent plus manger avec les mains. Pourquoi on mange avec les fourchettes? Mimétisme. Est-ce qu'on prend conscience ou pas? Vous croyez que la chaise vient du blanc? Cette chaise-là, moi, je ne trouve pas confortable. Hein. Vous voyez nos chaises en bois, en triangle, mode triangle, mais essayez de vous asseoir dessus. Elle est beaucoup plus confortable. Qu'est-ce que c'est que le confort? Il y a confusion. Le confort ne veut pas dire qu'on est bien assis, on est doux dedans. Non, il y a la santé derrière. Combien de gens au bureau ont mal au dos? Pourtant, ils sont dans un siège soi-disant confortable. Vous voyez? Donc, il est question encore de revenir aux sources, mais revenir aux sources parce que la nature, qui est mère de la culture, s'impose à nous. Quand je vois là où nous sommes dans de l'artificiel, 100%. Vous ne pensez pas qu'à longueur de journée, on ne vit que dans l'artificiel? Aujourd'hui, vous avez une chemise qui est euroborée africaine, moi aussi. Ce n'est plus une chemise européenne. On s'est l'a appropriée. On l'a africanisée. Vous voyez? Mais allez porter ça aux États-Unis. Mais ils vont être émerveillés parce qu'ils savent que ce n'est pas eux. On arbore notre culture. Pourquoi on ne fait pas cette démarche de prise de conscience et d'éveil de conscience pour réellement se dire, je vous ai dit la démarche Ubuntu existentielle, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous réfléchissez. Regardez si d'abord ça existe dans votre culture. Si ça existe, c'est ce que vous prenez. Si ça n'existe pas, deuxième étape, vous voyez ce qui ressemble à cela. À partir de là, vous mimétisez, vous impliquez ça. Dans ce cas de notre culture, il y a au Gabon, c'est l'Iboga. Oui.
Oui. Le Nzobi aussi, Oui, que nous avons en partage justement entre le Congo et le Gabon. absolument. Qu'est-ce que ces éléments spirituels-là peuvent apporter dans ce combat-là? Alors aujourd'hui, vous savez, l'Iboga est internationalement connu et reconnu. Mais il n'y a pas que l'Iboga. Il y a d'autres plantes aussi fortes et même peut-être plus fortes que l'Iboga. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Et si l'Iboga aujourd'hui est mondialement connu, c'est parce que les États-Unis l'ont mis en valeur. Ce n'est pas nous. Okay? Et le professeur Gassita, paix à son âme au Gabon, qui a été un fervent défenseur, un fervent chercheur là-dessus, mais il y a 17 brevets d'Iboga aux États-Unis. 17 brevets. Le Gabon n'en touche même pas un franc. Qu'est-ce qu'on en fait justement? Le Gabon ne touche même pas un franc de ça. Alors, Il nous faut... L'Iboga en tant que plante, semble-t-il, a des vertus magiques, mais on dit que simplement que c'est de la drogue, c'est-à-dire que lorsque vous goûtez au feu de l'Iboga ou d'Iboga, ben ça vous emmène dans un état d'hallucination simplement, et puis vous revenez à la normale, il n'y a rien de mystique, semble-t-il, quelque chose comme ça. Alors, d'abord, ce n'est pas une drogue. Parce que tout ce qui est drogue, c'est un terme que je n'aime pas, qui est occidental, qui est négatif. C'est une plante, effectivement, qui est hallucinogène, qui permet à l'esprit de s'élever. Parce que quand on parle d'élever l'esprit, l'esprit n'est pas sous notre contrôle. L'esprit est libre, comme l'âme d'ailleurs. Nous n'avons que le contrôle physique. Vous voyez? Donc quand vous inhalez de l'Iboga, ça permet à votre esprit, pas vous, à votre esprit, de s'élever et d'être beaucoup plus créatif et de vous apporter des choses que du vivant, vous n'aurez jamais. Que ce soit sur la vision, que ce soit sur la créativité, vous voyez, que ce soit sur votre émancipation, votre vie future. C'est comme si vous allez un petit peu dans l'irréel pour revenir au réel. Mais il n'y a pas de séquelles. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une drogue. Il faut être initié pour vivre ces vertus de l'Iboga. Non, il ne faut pas être initié. Mais l'initiation permet d'avoir une démarche cohérente qui vous permet de maîtriser ce que vous allez vivre. L'Iboga, on découvre ça comment? On croyait que ça a été inventé. Dans les ancêtres, certainement, un de nos aïeux a pris ça à inhaler et puis il a plané, sans le savoir. Et donc, autour de cette plante-là, voilà, et au retour, ben, il s'approprie cela et organise comment il faut inhaler ou prendre cette plante-là pour pouvoir revenir et profiter de ce qui a été de votre voyage astral. Justement, je suis en train de dire, autour de cette plante, l'Iboga, il y a une société initiatique. Alors, comme je vous dis encore, les sociétés initiatiques ne dépendent pas d'une plante. Les sociétés initiatiques, c'est une organisation discrète pour permettre à certaines situations compliquées d'être résolues, ou maladies d'ailleurs. Et ce n'est pas basé seulement sur une plante. L'Iboga peut être la plante centrale pour un certain nombre de peuples, okay? Mais dans le Njobi, ce n'est pas l'Iboga. Par exemple, vous avez cité le Njobi. Dans le Njobi, ce n'est pas l'Iboga. Le Njobi aujourd'hui peut servir à quelque chose encore? Mais qu'est-ce que c'est que le... C'est-à-dire qu'il faut faire une confusion encore une fois. D'accord. Le Njobi, comme toutes les sociétés initiatiques bantoues, ne sont pas des religions. Ce sont des croyances morales qui moralisent les communautés. Les peuples. Okay? Alors que les religions, c'est l'aliénation, c'est l'utilisation. Le Njobi aujourd'hui, tant qu'il ne sera pas, et là je me bats pour ça, reconnu par l'UNESCO sur le plan international pour qu'on puisse avoir des temples Njobi même en ville, eh bien on sera en arrière. La lutte des cultures passe par là. Si on ne s'arrime pas à l'environnement international, se battre que l'UNESCO reconnaisse le Njobi comme étant patrimoine immatériel reconnu d'Afrique, pour qu'on puisse l'implanter même aux États-Unis sans problème. Est-ce que là, dans cette démarche, on ne va pas vers une désacralisation? Ah non, pas du tout. Parce qu'on met en place quoi? D'abord, c'est une croyance morale. Donc c'est de la moralisation des peuples. Okay? Et toute la partie mystique reste aux initiés de haut rang, de haut niveau. Okay? Dans toute chose, il y a des niveaux. Même dans la vie. Vous voyez bien qu'il y a des niveaux. Le blanc a amené quoi? Tu es chauffeur de taxi, ministre, tout ça, c'est des niveaux. Question de strates, comme dans toute organisation. Okay? Donc, il n'y a pas de désacralisation. D'accord. Et si vous voyez au niveau chez l'Occident,
quand vous arrivez au niveau du président de la République, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. C'est pareil pour les sociétés initiatiques. Merci beaucoup Anissé Bongo Ondimba. Je viens ici à la page c'est moi qui vous remercie. 31 de votre essai Histoire et grandeur des peuples bantous, les Bateke. Je lis un sous-titre. Les Teke, dispersion et subsistance. Vous mettez quelque part les Teke de la RDC. Oui. Et je peux lire, selon les ancêtres, nous sommes originaires du Congo-Brazzaville. Une partie de nos aïeux ont traversé le fleuve Congo et se sont installés sur la rive. Ils ont occupé le grand plateau en Kinshasa et le Kwango qui s'étendent vers le nord jusqu'à Mouchi et qui sont traversés par le fleuve Congo. Ils se sont installés sur la rive gauche. Les Teke se divisent en plusieurs groupes, les Ba-Wumbu, les Ba-Nkana, les Mbono et les Ba-Nkou. J'aimerais un peu comprendre de quoi on parle ici. Alors, on parle effectivement du groupement des peuples Bateke, comme je disais, où il y a plusieurs peuples. Okay. Les Ba-Wumbu qu'on a cités en RDC, il y en a au Gabon. Oui. Okay. Voilà, donc, c'est un petit peu la démonstration de cette diversité, de cette dispersion, de cette migration. Parce que, bon, même dispersion, c'est un peu trop dire, mais c'est de la migration, non pas forcée de conquérants, non, voulu. Comme je vous expliquais, quand un village est trop gros, on le divise. On va plus loin. Et cette migration était comme ça. Et non pas conquérante. Vous voyez? C'est ça la différence. Quand on parle de migration ici, ce n'est pas forcé. Mais effectivement aussi, il y a des cas où quand un village tombe dans une pandémie, une peste, eh bien, tout le village quitte de là. On va ailleurs. Là, c'est forcé, il faut quitter le village parce que bon, il y a eu peut-être un virus qui est là, il faut le quitter. Quand on parle, je sais pas, par exemple, d'Ebola, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça existait déjà certainement il y a très longtemps. Ben pour éliminer ce virus-là, ben on quitte complètement le village. Est-ce qu'il y a on laisse les malades sur place. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les cultures, les traditions, sinon entre les peuples Teke et juifs? Alors d'abord, il faut comprendre une chose, comme je vous ai dit, les cultures viennent des environnements. Okay? Les peuples de désert auront certainement une similitude. Je sais qu'en Israël, il y a des déserts. Donc les peuples de désert en Afrique auront des similitudes avec les peuples de désert d'Israël, certainement. Parce que l'environnement est pratiquement le même, sauf le climat qui va changer. Mais tout être s'adapte à son environnement. Mais à la base, il y a quoi? Il faut manger, il faut dormir, il faut se vêtir, il faut s'abriter. Tout le monde a cela. C'est la façon qui diffère. Ce sont les techniques qui diffèrent. C'est pourquoi je dis encore, il faut s'appuyer sur nos techniques. Nous, même si elles sont ancestrales, elles sont entre guillemets vieilles, comme vous avez me qualifié vous-même, mais il faut les moderniser, tout simplement. Plutôt que de prendre ce qu'il y a à l'extérieur et le mettre ici. Aujourd'hui, nous avons des villes, moi je viens de circuler dans Brazzaville, je ne vois pas la différence par rapport à toutes les villes d'Afrique centrale. Les routes sont cabossées, c'est compliqué. Aujourd'hui, les gens ne se disent même pas bonjour. Ouais. Tout à l'heure, j'étais dans votre rôle là, il y a des gens qui viennent s'asseoir, on ne se dit pas bonjour, il y a un problème. Ce n'est pas ça l'Africain. L'Africain est d'abord solidaire et entraide. La première chose quand on voit l'autre, c'est bonjour. Je suis chez vous, je n'ai pas eu un seul verre d'eau. C'est l'accueil de l'Afrique. Nous avons perdu tout ça pourquoi? Par mimétisme. Par mimétisme. Ouais. Je ne peux pas être accueilli ici pour une émission, je n'ai même pas pris un verre d'eau et puis me voilà dedans. Au fond. Et si je tombe en syncope, on fera quoi? Ouais. Vous voyez? Ça va se rattraper tout à l'heure. Tout ça, j'espère bien, c'est tout cela qu'on n'a pas pris en compte. Nous ne sommes plus africains et nous ne sommes pas européens. On est au milieu. Et là, on se cherche à longueur de journée. Il serait temps de choisir où tu veux être européen, auquel cas tu vas en Europe. Parce que qu'on ne veut ou pas, les Européens sont nos descendants. Okay? Ou tu es africain et tu t'y adaptes. Tu reprends tes us, tes coutumes, tes ancêtres, ta façon d'être. Tu appliques Ubuntu existentiel. Alors, nous sommes à la fin justement de cet entretien autour de ce livre, Histoire et grandeur des peuples bantous, les Bateke. Mais c'est vrai, on veut rester avec vous pendant peut-être toute une journée pour discuter. J'aimerais poser une question, la dernière. Et l'Égypte antique dans tout ça? Alors l'Égypte antique,
Vous savez, toute civilisation est partie de la région des Grands Lacs. Et la Cheikh Anta Diop a été très claire. L'homme, à sa création, la nature a créé 6 espèces d'hommes. 6. 3 sont mortes en Afrique sans sortir de l'Afrique. 3 ont réussi à sortir de l'Afrique, aller en Asie, en Europe. 2 sont mortes. Quand je dis morte, c'est disparition. Une seule est restée. C'est l'Homo Homo sapiens. Donc, l'éthique, l'Égypte n'a été que le couloir par lequel l'humanité est allée en Asie, puis en Europe. Donc, tout ce qui est égyptien vient d'abord de la culture ancestrale, je ne dirais pas bantou, mais d'Afrique centrale, des régions des Grands Lacs. Qu'on le veuille ou pas, tout part de là. D'accord. Merci beaucoup. 226 pages. C'est un essai signé Anissé Bongo Ondimba. Il est intitulé « Histoire et grandeur des peuples bantous, les Batéké », publié chez Descartes et compagnie, c'est comme ça? Voilà, Descartes et compagnie, depuis 2012. Et je peux lire en dernière de couverture, ce livre est un témoignage sur l'histoire et la culture des peuples téké qui font partie des peuples bantous d'Afrique centrale. Il s'inscrit dans une lutte contre la déperdition des cultures africaines et c'est pourquoi il ne s'adresse pas seulement à un public de chercheurs, mais aussi à tous ceux qui souhaitent entrer en contact avec une culture du quotidien et une sensibilité encore vivante. L'auteur et ses amis chercheurs transmettent ainsi, à travers des histoires vécues, des informations sur la langue, l'art, les coutumes et les rituels d'un peuple dont l'histoire reste encore insuffisamment connue. C'était le livre du dimanche. Studio 210 continue.